Bon, donc bonjour. Aujourd'hui, on va réessayer de faire cette leçon en espérant que vous pouvez m'entendre aujourd'hui. Donc, on va commencer le cours avec une petite révision de la mécanique quantique. Donc, petite révision mécanique quantique. Pour les étudiants en physique, ça sera certainement une révision, et pour ceux qui sont en chimie, ce sont des concepts que j'ai essayé d'enseigner, donc si vous vous en souvenez, tant mieux. OK, donc en chimie quantique, qu'est-ce qu'on veut résoudre? C'est quoi le problème? On veut résoudre l'équation de Schrödinger. Donc, sont quoi les symboles? On a H qui est l'hamiltonien. C'est ce qui définit le système, ce qui définit. Donc, en parlance, on dit que quand on parle d'un hamiltonien, on veut dire directement un système. Donc, c'est quoi qui définit le système? Toutes les contributions énergétiques. Bon, donc, pour un système donné, on peut écrire l'hamiltonien, puis il faut résoudre pour C, qui est le vecteur propre de H. On l'appelle la fonction d'onde. Pourquoi est-ce qu'on utilise cette nomenclature-là? Dans le traitement original de Schrödinger, les solutions étaient vraiment des ondes. Dans notre cas, on peut dire qu'elles ne sont pas vraiment des ondes, mais on a gardé la nomenclature de Schrödinger, son vecteur propre de H. Donc en français, on dit vecteur propre. Dans toutes les autres langues, comme anglais puis allemand, n'importe quoi, on dit eigenvector. Qui est comme une traduction directe de vecteur propre. Un vecteur qui agit de sa propre façon. Puis les valeurs propres, E, qui sont les énergies. Donc la plupart du temps, on s'intéresse à la solution fondamentale, qui veut dire celui qui est minimal en énergie. Mais il y a tout un ensemble de solutions. Donc on peut dire qu'il y a pour chaque cas, donc pour chaque cas, il y a une solution, et en principe il y a un nombre infini, mais on verra. Donc pour chaque cas, on a un vecteur propre et une énergie propre qui va avec cette valeur-là. Bon, donc le message, c'est H, H qui est la définition du système, puis on cherche E, puis C. Donc, tout le travail que je fais, que mes étudiants font, c'est de résoudre des équations comme ça. Donc, je peux vous dire que ce n'est pas une solution qui est facile. En général, c'est difficile et il faut faire des approximations qu'on verra plus tard. Bon, donc ça, c'est le problème qu'on veut résoudre. La mécanique quantique s'écrit en quelques postulats. Bon, donc, l'état du système est complètement décrit par C.
Donc, avec C, qu'on calcule comme la solution à l'équation de Schrödinger, on peut calculer toutes les propriétés du système. Donc, C est une fonction qui est compliquée. Bon, deuxième, chaque propriété observable, comme on peut mesurer, on dit aussi observable, et là en anglais on dit directement observable, correspond à un opérateur linéaire hermitien Qu'est-ce que ces définitions veulent dire? On va voir. Et vous êtes censé le savoir, mais on va voir plus tard. Pour trouver son expression, on prend le variable x pour position, puis on le remplace par multiplication par x. Et là où on a des composants de... Okay. Je vais le dire en anglais, puis ensuite je vais essayer en français. Component of linear momentum, ou élément du moment linéaire, ou élément du quantité de mouvement linéaire. On va remplacer son expression classique avec moins I h bar fois une dérivée avec x. Donc, I, c'est l'unité imaginaire. Définie par I au carré est égal à moins 1. Si on fait des calculs avec I, on peut justement demander pourquoi est-ce qu'on ne voit pas des résultats imaginaires. C'est à cause qu'on a toujours des I au carré, donc on ne le voit pas. Bon, h bar, c'est le constant de plan réduit défini par, ou h, c'est le constant de plan. Et je ne vais pas donner sa valeur numérique. Pourquoi? Parce qu'on utilise un système d'unités dans lequel h bar va être égal à 1. On verra ça tantôt, mais je le dis directement maintenant. Donc, c'est le deuxième postulat, 3. Pour un observable, B. Donc, j'écris directement un opérateur pour B, étant donné que pour chaque observable, il y a un opérateur hermitien linéaire. Donc, quand on parle d'un observable, on va parler directement de son opérateur qui le représente. Les seuls mesurables sont les valeurs propres de B. Donc, on va avoir une équation comme l'équation de Schrödinger. Donc, B est un opérateur, puis phi i, c'est vecteur propre, puis bi, les valeurs propres. Donc, en particulier, on a l'équation de Schrödinger. L'observable, c'est l'énergie. L'opérateur qui correspond, c'est h, puis les valeurs propres sont les énergies. Okay, il y a un deuxième énoncé que je veux écrire ici. On peut mesurer A. A est un autre observable. Et B en même temps. Si et seulement si
Donc ça c'est une phrase qui a une définition assez particulière. En anglais, on dit if and only if. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les deux conditions sont équivalentes. Donc, on peut mesurer A et B en même temps si et seulement si AB moins BA, qu'on définit comme le commutateur de A et B, si et seulement si cette valeur est 0. Donc, si A et B sont commutatives, on peut les mesurer en même temps. Bon, 4. Si on a une opération linéaire qui représente un observable, les états propres forment un ensemble complet. Donc, les vecteurs propres d'un observable forment une base, forment un ensemble complet. Je ne vais pas définir ça. Mais une des conséquences est qu'on peut écrire n'importe quel vecteur comme une combinaison linéaire des vecteurs propres d'un observable. Donc, on y parlera la prochaine fois, mais c'est de l'algèbre linéaire qui n'est pas compliqué. Puis 5. Avec la fonction d'onde, on peut calculer la valeur moyenne. En parenthèse, j'ai dit valeur moyenne, mais c'est aussi la valeur expectée d'une interprétation différente. D'un observable. Comme. Donc, ici, on supposera une fonction de variable qu'on va écrire comme tau. Tau, c'est pas juste une variable, c'est un ensemble de toutes les variables, comme toutes les positions, toutes les directions, comme les 3n positions en espace. Bon, donc, pour un observable B, on calcule sa valeur moyenne. On écrit comme ça, comme l'intégrale sur toutes les valeurs de tau possibles de donc, il faut calculer cette intégrale définie. Je n'écris pas les limites, mais c'est compris que ça se fait sur toutes les valeurs de tau possibles. J'ai beaucoup de difficultés à écrire des énoncés comme ça. Pourquoi? Parce on suppose déjà qu'on parle d'une fonction d'onde qui est définie dans l'espace. La plupart du temps, et pour moi c'est tout le temps, on l'écrit comme ça. Qui veut dire la même chose. Là, on a le ket qui est un vecteur. Puis on a le bras qui est un covecteur. Puis ce produit ensemble représente une scalaire. Donc ça représente un
un produit scalaire. Donc, le résultat de cette opération-là, c'est un nombre. On va discuter les vecteurs, les covecteurs la prochaine fois, mais je le note maintenant juste pour vous habituer. Encore une fois, en physique, vous l'avez déjà vu plusieurs fois, j'espère. Bon. L'évolution du temps. Donc, tout ça se fait avec aucune dépendance du temps. L'évolution du temps est décrite par une équation de Schrödinger dépendant du temps. Et ça s'écrit comme IH bar fois le dérivé avec le temps de C, c'est égal à HC. Bon, et encore une fois, I au carré est égal à moins 1. Ce traitement-là, c'est l'image de Schrödinger, ou en anglais Schrödinger picture. Et dans cette image, la dépendance du temps est portée par la fonction d'onde. Il y a aussi l'image Heisenberg, et je ne vais pas préciser, mais la différence est que la dépendance du temps est portée par les opérations, et dans l'image de Heisenberg, les états sont constants avec le temps. Dans l'image de Schrödinger, la dépendance du temps c'est portée par la fonction d'onde et les opérations sont indépendantes du temps. Dans l'image Heisenberg, c'est l'inverse. Les deux images sont équivalentes, c'est juste des manipulations formelles. Les opérations. Il y a aussi une image interaction où la dépendance du temps est partagée entre des opérations et des états. On ne va pas discuter ça, mais dans des cours de chimie, dans les cours de physique mécanique avancée, vous pourrez voir ça dans des traitements de perturbation. Bon, donc ça, ce sont les postulats. On va maintenant procéder à l'équation de Schrödinger en chimie quantique. Bon, donc, on veut H pour une molécule. C'est quoi? H, c'est la somme de toutes les contributions énergétiques, donc T plus V. C'est quoi T? C'est cinétique. Puis V, c'est potentiel. Donc, c'est quoi un molécule? Un molécule, c'est un arrangement de noyaux qui porte une charge positive entouré par des électrons qui portent des charges négatives. Donc, molécule. Puis on a des électrons partout. Moi, je ne suis pas chimiste, mais c'est pas mal comme ça, disons. Ok, donc, on a des charges positives. Qui sont les noyaux. Est-ce que les noyaux ont une taille définie? Oui. Pour la plupart de la chimie, on les traite comme des charges ponctuelles, qui veut dire qu'ils n'ont aucun volume. Pour la plupart de la chimie, c'est une excellente approximation.
Pour des calculs impliquant des éléments lourds comme uranium, etc., les noyaux ne sont pas des charges ponctuelles et il faut euh, compter ça d'une manière ou d'une autre. Pour nous, on dira que ce sont des charges ponctuelles et que l'interaction entre les protons et les neutrons est nulle. Ça, c'est aussi une excellente approximation parce que l'échelle d'énergie pour ces interactions-là, c'est vraiment large. Donc, des charges positives et c'est tout. Donc, les noyaux sont charges ponctuelles. Avec aucune structure interne. OK. Ça, c'est certainement une approximation à la réalité, mais encore une fois, pour la chimie, c'est une approximation qui est justifiable. On a des charges négatives. Qui sont les électrons. Là, chaque électron est le même, donc on peut justifier vraiment facilement que les électrons sont des charges ponctuelles, puis on oublie le reste de ça. Est-ce que c'est la réalité? Peut-être non, mais encore une fois, on oublie ça. Bon, donc, on a des charges positives et des charges négatives, c'est tout. Ils interagissent seulement par l'interaction de Coulomb. On peut ajouter des corrections à cet énoncé-là, mais encore une fois, pour la chimie, oublie ça. Bon, donc avec ça, c'est quoi T? Donc, on va écrire l'expression classique, puis on va utiliser le principe de correspondance. Donc, classiquement, pour un objet qui a une masse définie, l'énergie cinétique, c'est 1,5 masse vitesse au carré, ou écrit d'une autre façon, P au carré divisé par 2m. Okay, pourquoi P au carré? Parce que on veut utiliser la correspondance P va à IH par ddx. Donc, avec le deuxième postulat, on aura que T pour un électron, c'est 1,5, l'opération qui correspond à P au carré divisé par M. Et c'est quoi? C'est 1,5, 1 sur 2 masse fois masse de l'électron, fois la somme des deuxièmes dérivés dans les trois directions ordinaux. Et on a oublié quelque chose, on a oublié moins IH bar au carré. Donc c'est I au carré, c'est moins 1. Moins 1 au carré, c'est 1. Donc il nous reste le moins. H bar au carré divisé par 2m d'électrons fois cet objet del au carré de l'électron. On définit del au carré comme ça. Pourquoi? Parce que c'est assez long de l'écrire à chaque fois. Bon. Donc ça c'est pour l'électron. C'est quoi la différence pour un noyau? On va noter des noyaux par leur charge. Pourquoi? Parce que la seule chose qui contribue à... Okay, il y a deux choses qui contribuent à la définition d'un noyau, leur masse et leur charge. Pour l'instant, on va oublier les questions subtiles. Donc, disons, pour un noyau N, on a moins h bar au carré de la masse de ce noyau-là fois les deuxièmes dérivés de ses positions. C'est la seule différence. Bon, donc ça c'est l'énergie cinétique. C'est quoi l'énergie du potentiel? On fait une approximation que j'ai déjà mentionnée.
Et l'approximation est que la seule chose qui contribue, c'est l'interaction de Coulomb entre les charges. Si vous voulez, vous pouvez faire l'exercice de calculer l'interaction gravitationnelle entre les masses. Ça donne une chose qui est pratiquement nulle. Puis il y a des autres corrections correspondant à la relativité spéciale et les autres affaires comme ça. Pour nous, l'approximation de l'interaction Coulomb-Sol est une excellente approximation. Bon, donc, entre deux charges, si on... Puis on a une charge ici, puis une autre charge qui est là. On a la position de charge 1 qui est définie par un vecteur en 3 dimensions. Puis le vecteur 2. Donc, cette distance-là, on va écrire comme la valeur absolue de R1 moins R2. Et l'interaction est facile, c'est 1 divisé par 4pi epsilon 0. C'est quoi ça? C'est le constant qui donne la bonne valeur. Fois la charge 1 fois la charge 2 divisé par leur séparation. Et c'est tout. Donc, pour deux charges arbitraires ponctuelles, c'est ça l'interaction. C'est répulsif si les charges portent le même signe et c'est attractif si les signes sont opposés. Bon, donc la charge électronique est moins 1 fois la charge élémentaire. Pour un noyau, c'est plus le nombre atomique. On va utiliser... On ne va pas écrire ça. On va utiliser la lettre Z. Donc pour hydrogène, c'est 1, pour hélium, c'est 2, etc. Fois la charge élémentaire. Donc, on peut, avec l'énergie cinétique, puis l'énergie de potentiel, on peut créer un hamiltonien pour une petite molécule. Donc, une molécule H2. Donc, H2 est défini comment? C'est deux protons avec des positions, puis 2 électrons. Ça, c'est H2. Donc, avec ces faits, on va écrire l'hamiltonien pour H2. L'hamiltonien pour H2, c'est énergie cinétique de électron 1 plus énergie cinétique de électron 2 plus énergie cinétique de atome de noyau 1 plus énergie cinétique de noyau 2 plus VE1, E2. Les électrons ont une répulsion entre eux-mêmes plus l'interaction entre les deux noyaux plus les autres interactions. OK. Et avec nos expressions, on peut écrire tout ça. Donc, on a moyen h bar au carré de masse électron. Del au carré électron 1 plus del au carré électron 2 moins masse d'un atome d'hydrogène
On suppose que on fait le calcul avec hydrogène 1 et non hydrogène 2. Si on veut faire un calcul avec deutérium, il faut le changer ici. D'habitude, on ne fait pas ça, mais parfois on le fait. Bon, donc ça c'est l'énergie cinétique, plus les interactions Coulomb. Donc, ils portent tous le même constant comme ça. Donc, QE, c'est la charge élémentaire. Puis 4 pi epsilon 0, c'est juste le constant de proportion. Bon, donc on a une répulsion entre électron 1 puis électron 2. On a une répulsion entre les noyaux. D'habitude, on utilise des lettres minuscules pour des coordonnées des électrons et des lettres majuscules pour les coordonnées des noyaux. Puis on a des attractions. Donc, H1, E1, H2, E1, H1, E2, OK, et c'est tout. Bon, donc, ça c'est l'hamiltonien pour un molécule d'hydrogène, défini comme ça avec toutes les approximations qu'on a déjà faites. C'est un peu long à écrire, non? Donc, on va utiliser un système d'unité. Le système OK, pourquoi? Dans ce système d'unité, on va dire que h bar est égal à 1. La charge élémentaire est égale à 1. Est-ce qu'on... On peut... Disons... Pour que ça ne soit pas trop mystérieux, cette proportion est égale à 1. Puis ensuite, la masse d'un électron est égale à 1. Bon, donc avec ces trois choix, on va avoir que... On va discuter brièvement. Dans ce système d'unité, les énergies sont en Hartree, une unité d'énergie, et un Hartree, qu'on écrit comme ça parfois, correspond à 627,5095 kcal par mol. Donc, c'est une grosse quantité d'énergie. Pour la chimie, on veut des résultats précis à 1 kcal par mol. Ce qui correspond à... Donc, il faut avoir la réponse correcte à 3 décimales. Donc, on verra que c'est en général difficile. Bon, donc dans ce système d'unité, on peut écrire l'hamiltonien d'une façon un peu plus facile. Donc, pour H2, c'est moins 1,5 fois la somme. Donc, il y a seulement 2 électrons, donc de 1 à 2. La masse d'un atome d'hydrogène n'est pas unité, donc moins
et c'est tout. Donc, je vais rapidement expliquer ça. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une double sommation, mais on veut seulement avoir chaque paire d'indices une fois. Donc, une sommation. Puis on veut seulement voir chaque paire d'indices une fois. Une façon équivalente de l'écrire, c'est on peut faire une sommation sur I et J. Mais là, on va avoir chaque paire d'indices deux fois, donc il faut diviser par deux. Et comme ça, les deux sommations sont les mêmes. Donc, moi, je travaille beaucoup avec les sommations comme ça. Pour vous, c'est nouveau, donc je comprends que c'est bizarre et difficile, mais je vous dis que ces deux sommations sont identiques. OK, donc si on veut passer d'une molécule d'hydrogène à une molécule arbitraire, donc c'est quoi une molécule? Ce sont des noyaux avec des charges comme ça, puis des électrons. Et les électrons sont tous les mêmes. Il n'y a aucune différence entre un électron ici ou un électron sur Vénus. Bon, donc, l'hamiltonien, c'est... Donc, disons qu'on a... pour que je sois cohérent avec mes notes écrites devant moi, on a M noyaux puis N électrons. Donc, on fait la somme de I est égal à 1 à N au lieu de 2, parce qu'il y a N électrons maintenant. Puis là, il faut... divisé par la masse. La charge ici est pertinente. Bon, donc voilà l'hamiltonien pour une molécule en général. Qu'est-ce que ça décrit? Comme on a déjà discuté, ça décrit une interaction Coulomb entre des charges ponctuelles. Et notre approximation est que les noyaux et les électrons sont des charges ponctuelles, ce qui est une excellente approximation pour la plupart de la chimie. On va faire une simplification. OK, et c'est quoi? C'est l'approximation de Born-Oppenheimer. Donc, le message est que les noyaux sont beaucoup plus lourds que les électrons et bougent beaucoup plus rapidement. Donc, noyau... Donc, l'approximation est que on dit que les noyaux sont statiques, donc ne bougent pas. En effet, ce qu'on essaie de faire, c'est de découpler les motions
nucléaire des motions électroniques. C'est une approximation, c'est pas la réalité, mais pour la plupart de la chimie, pour regarder les énergies de réaction, c'est une excellente approximation. Donc, si les noyaux ne bougent pas, ok, je vais écrire l'approximation. Les noyaux sont considérés statiques. Donc, s'ils ne bougent pas, c'est quoi l'énergie cinétique? Zéro. Il n'y a aucune énergie cinétique s'ils ne bougent pas. Puis, l'interaction entre les noyaux est un constant. C'est un constant qui est important, il ne faut pas oublier, mais ça ne contribue pas à la solution de l'équation, seulement à l'énergie à la fin. Bon, donc, l'hamiltonien avec l'approximation de Born-Oppenheimer, c'est énergie cinétique des électrons plus, pardon, c'est pas T, c'est V, électron noyau, plus VEE. Bon, donc TE et VEE sont des opérations seulement sur les électrons. Ils sont les mêmes pour chaque système. Ce qui définit vraiment le système de molécules, c'est la position des noyaux qui cause une interaction avec les électrons. Donc, c'est ça. Donc, pour chaque système, on a le VEN qui le définit, puis le TE et le VEE sont là à cause que les électrons sont là. Mais pour chaque système, ils sont les mêmes. Donc, TE et VEE sont universels. TE et VEE sont universels. Les distinctions là seront importantes quand vous verrez le DFT. Donc, le but de la chimie quantique, c'est de trouver c'est de résoudre cette équation-là. Dès maintenant, on va toujours utiliser l'hamiltonien de Born-Oppenheimer, mais je ne vais pas écrire BO à chaque fois. C'est compris que c'est l'hamiltonien de Born-Oppenheimer. Bon, donc on veut résoudre cette équation-là. Le message, en général, c'est impossible. Donc, il faut faire des approximations. Pourquoi est-ce que c'est impossible? On ne peut pas séparer les coordonnées des électrons. Donc, en général, c'est impossible. Donc, on ne peut pas utiliser nos méthodes de résoudre des équations différentielles à cause de ça. On peut toujours trouver des solutions numériques. Ces solutions-là sont straightforward dans le sens que je peux décrire directement comment le faire. Ils sont infaisables en général parce qu'il faut diagonaliser des matrices qui ont une taille qui s'accroît avec une fonction exponentielle. Donc, c'est impossible de le faire en général. Donc, il faut trouver des méthodes approximées qui sont fiables. Bon, donc, voilà la fin de ce que je veux dire aujourd'hui. Il y avait beaucoup d'autres petits détails qui ne sont pas pertinents que j'ai dans mes notes, mais on va continuer la prochaine fois avec le principe de Pauli, le principe de variation et une discussion des méthodes de la chimie quantique. Donc, à la prochaine.